Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des sucres, des glucides au sens large. Alors, on se perd un peu des fois dans cette nomenclature de sucre, d'hydrates de carbone, de glucides simples, de glucides complexes, ça a un goût sucré, ça a pas un goût sucré. Donc on va essayer déjà de refaire un peu un état des lieux de ce que c'est qu'un sucre, ce que c'est qu'un glucide simple, ce que c'est qu'un glucide complexe, et on ira voir un petit peu les recommandations nutritionnelles qu'on a soit d'un point de vue OMS, soit d'un point de vue ANSES, donc c'est les recommandations françaises ou les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc on ira voir un petit peu du coup comment on arrive à trouver ces recommandations en glucides, sur quoi elles sont basées, et aussi quelle quantité de glucides en fait on devrait consommer sur une journée, des glucides complexes et des glucides simples. Alors je rentre directement dans le vif du sujet. Si on parle un peu des glucides, on doit d'abord définir ce que sont les monosaccharides. Donc les monosaccharides, en fait, si vous préférez, c'est un peu les briques élémentaires qui composent les sucres au sens large. Donc on va retrouver le glucose, c'est un des plus connus. On a aussi le fructose et on a aussi le galactose. Donc il faut vraiment voir ça comme des éléments les plus simples qui composent en fait les sucres. On a aussi du coup les disaccharides, le plus connu d'entre eux étant le saccharose. En fait, c'est globalement le sucre blanc, le sucre de table qu'on appelle aussi le sucrose. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une molécule de glucose liée à une molécule de fructose par une liaison glycosidique. Et on verra tout à l'heure que cette liaison est de nature un petit peu particulière parce qu'elle est de type alpha. Et on verra un petit peu l'importance que ça a, ces liaisons de type alpha. On en a d'autres, de disaccharides, donc ces deux briques élémentaires collées ensemble. On peut avoir par exemple le maltose, ou encore le lactose, qui est assez connu, puisque c'est le disaccharide du lait et des produits laitiers. Et donc là, on voit que c'est une molécule de glucose rattachée à une molécule de galactose. Et puis, on a aussi d'autres sucres dans notre alimentation, donc on va retrouver aussi ces fameux polysaccharides, et le plus connu d'entre eux, en fait, c'est l'amidon. L'amidon, c'est un énorme polymère de glucose, donc c'est l'idée que c'est une molécule de glucose fixée avec une autre molécule de glucose, fixée encore avec une autre molécule de glucose, et ça, vous répétez ça 1000 fois, et vous obtenez du coup une molécule d'amidon. L'amidon étant un sucre complexe qu'on retrouve majoritairement dans les féculents. Donc ici, déjà, on peut segmenter d'un côté les glucides simples, qui ont un goût sucré. On parlera aussi généralement de glucides ajoutés, puisque c'est ces sucres qu'on rajoute dans notre alimentation et qui ont un goût sucré. Et par opposition, on va parler de glucides complexes. En fait, le plus gros représentant des glucides complexes, c'est l'amidon, et c'est celui qu'on retrouve majoritairement, du coup, dans les féculents de notre alimentation, les produits céréaliers. Alors ici c'est important de dire qu'en fait ces glucides sont des glucides digestibles, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de fournir de l'énergie à notre corps. On le reverra tout à l'heure, mais globalement, 1 gramme de n'importe quel de ces glucides apporte 4 kilocalories au corps humain. Leur particularité, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait ils ont des liaisons de type alpha. Les liaisons glycosidiques sont de type alpha, et en fait nos enzymes, qu'on va sécréter au niveau de la sphère digestive, sont des enzymes de type alpha. On peut imaginer ça comme des petits ciseaux. Nos enzymes digestives ont la capacité de découper ces différents glucides, qu'ils soient simples ou complexes, donc disaccharides ou polysaccharides, pour libérer les éléments primaires, c'est-à-dire les briques élémentaires, le glucose, le galactose et le fructose, et une fois qu'on a découpé ces glucides et qu'on a libéré les briques élémentaires, on va pouvoir les absorber. Pourquoi je vous parle de ça spécifiquement? Puisqu'il existe dans notre alimentation d'autres glucides, mais qui sont cette fois-ci des glucides indigestibles. Et en fait, c'est les fibres alimentaires. Donc là, je vous ai représenté les bêta-glucanes, l'inuline, le lactulose, qui sont composés de plus ou moins de briques élémentaires, de glucose, de fructose, ou même de galactose pour certains d'entre eux. Mais vous voyez bien ici que les liaisons glycosidiques sont de type bêta. Et en fait, ces liaisons glycosidiques de type bêta, nos enzymes sont incapables de les découper. Et si on ne peut pas découper ces glucides, on ne pourra pas les absorber. Et en fait, ces glucides vont servir à qui? On dit qu'ils sont indigestibles, et ils vont servir globalement à notre microbiote. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur du coup le rôle du microbiote sur notre santé, donc on en rediscutera dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que j'aborde la thématique du microbiote. Alors maintenant du coup, quels sont les aliments qui contiennent des glucides? Attention, là je vais englober les glucides simples, qui ont un goût sucré, et les glucides complexes, qui du coup n'ont pas de goût sucré. Donc on va retrouver globalement les fruits, qui contiennent un mix de glucose et de fructose, voire même pour certains d'entre eux, on pourrait parler de la banane qui contient plutôt une forme d'amidon. On va retrouver aussi du sucre dans tous les produits sucrés de notre alimentation, le miel, les bonbons, les sodas, les jus de fruits. On retrouve aussi, bien entendu, du sucre dans le sucre blanc, ça coule de source. Donc là, on le retrouvera plutôt sous forme de saccharose, c'est-à-dire un disaccharide, glucose-fructose, collés ensemble par une liaison alpha, et on va aussi en retrouver dans les produits laitiers sous forme de lactose, donc le lait et les yaourts. Ça c'était pour, on va dire, les glucides simples, qui ont un goût sucré, donc c'est soit du glucose, du fructose, des fois du galactose, c'est quand même plus rare, ou du lactose,
ou plutôt généralement du saccharose, dans les produits sucrés en tout cas. Maintenant, on retrouve aussi dans notre alimentation des glucides complexes, et ça c'est vrai en fait pour les féculents, on en retrouve dans les légumineuses, dans les pommes de terre, dans le riz, dans les pâtes, dans les frites. Tout ce qui est à base de produits céréaliers, en fait, nous amène des glucides complexes sous forme d'amidon. Du sucre, on va aussi en retrouver potentiellement dans notre alimentation, qu'on va venir ajouter sur certains plats. Et ici, alors je vous présente un petit peu les 3 sucres qui sont un peu en vogue à l'heure actuelle, à savoir le sirop d'érable, le sirop d'agave, la cassonade et le sucre de coco. Ici, il faut vous dire globalement que ça reste quand même des sucres. Peu importe que ce soit du glucose, du fructose, un mix des deux ou du saccharose, notre corps, globalement considéré, va prendre en charge ces sucres à peu près de la même façon, et on reverra dans une prochaine vidéo du coup ce qui explique pourquoi ils ont des index glycémiques différents, et surtout on ira faire un focus sur un sucre particulier qui est le fructose, puisqu'en fait le fructose n'est pas métabolisé comme le glucose dans notre organisme, et il va aller impacter spécifiquement le foie. Et on mettra en garde du coup sur les nouveaux sucres qui peuvent avoir un index glycémique faible, donc potentiellement intéressant pour la santé, mais qui sont riches en fructose. Posez-vous toujours la question, si je vous dis qu'un sucre est meilleur par rapport à un autre, quelle risque d'être la dérive? La dérive, vraisemblablement, si je vous dis qu'il y en a un qui est bon, il y en a un qui est mauvais, bah on consommera volontiers le bon, et puis généralement on se dira bah il est bon, donc je peux en consommer en plus grande quantité. N'oubliez pas que la première chose à hiérarchiser dans les glucides simples, c'est la quantité. Et après, une fois qu'on a ce socle, on peut aller effectivement regarder dans la qualité des glucides qu'on amène. Donc globalement, les glucides, ça sert à quoi? En fait, les glucides, c'est une source d'énergie pour notre corps. Le glucose, notamment, alimente notre corps en énergie, et en plus, ce glucose est un substrat exclusif pour certains types cellulaires, comme les globules rouges et les neurones. On verrait que pour les neurones, c'est partiellement vrai, puisqu'ils peuvent aussi consommer des corps cétoniques. Mais si vous avez une alimentation normale, vos neurones et vos globules rouges ont besoin de glucose en permanence, tout comme votre organisme dans son ensemble. Donc un rôle énergétique. 1 gramme de glucose, 1 gramme de lactose, 1 gramme de saccharose, 1 gramme d'amidon. Dans tous les cas, c'est 1 gramme de glucides, ça amènera 17 kJ à votre organisme ou 4 kcal. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, alors ce qu'on appelait historiquement les apports nutritionnels conseillés, qu'on appelle maintenant les références nutritionnelles pour la population, en fonction de la quantité d'énergie que vous dépensez sur une journée, cette énergie doit être amenée entre 40 et 55% par les glucides. Et par les glucides, ici, vous avez vu, j'ai englobé tous les glucides. On a une recommandation française un peu plus précise sur les glucides simples. Donc les glucides simples, ce sera, je vous rappelle, les monosaccharides et les disaccharides. On voudrait qu'on ne dépasse pas 100 grammes de glucides simples dans notre alimentation, hors lactose et galactose. Alors c'est quoi ces références nutritionnelles pour la population? Allons zoomer un petit peu dessus. Donc le besoin nutritionnel en un nutriment ou en énergie correspond en fait à la quantité dont on a besoin pour rester globalement en bonne santé, en fonction des périodes de la vie telles que la lactation, la gestation ou la croissance. Donc si on regarde un petit peu les recommandations nutritionnelles pour la population en énergie, bah on sait que pour une femme, il faut en moyenne 2100 kcal par jour pour avoir une balance énergétique équilibrée, c'est-à-dire d'amener autant d'énergie en entrée que ce qu'on dépense en sortie. Et pour un homme, en règle générale, on estime qu'il faut à peu près 2600 kcal par jour. Là, attention, on est dans des moyennes, et c'est vraiment un calcul un peu à la louche. Puisqu'on est bien d'accord que si on prend moi ou mon homologue qui est très musclé et qui fait 100 kg, automatiquement, entre nous deux, on ne dépensera pas la même quantité d'énergie sur une journée. Ça va aussi être dépendant du coup de la quantité de sport et de l'hygiène de vie qu'on a au sens large. Est-ce que je fais mes déplacements à pied? Est-ce que je fais beaucoup de sport? Est-ce que je fais peu de sport? Tout ceci est à prendre en compte pour évaluer les dépenses énergétiques journalières. On reviendra sur une prochaine vidéo sur des calculs plus précis pour avoir accès justement à cette dépense énergétique journalière, et je vous expliquerai comment on peut calculer cette dépense de façon un peu plus précise que là, ici, un peu à la louche. Maintenant, on peut aussi définir du coup les besoins nutritionnels en nutriments, c'est-à-dire en protéines, en lipides, en glucides, en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc c'est un petit peu l'idée de fixer tous les curseurs pour en fait permettre au corps humain d'être en bonne santé. Donc comment sont calculées ces références nutritionnelles pour la population? En fait, elles sont estimées à partir de données expérimentales et elles vont permettre en fait de couvrir 97,5% de la population. C'est un optimum vers lequel tendre, et d'un point de vue diététique, on se devrait de couvrir ses besoins. Donc comme je vous le disais, c'est à partir de données expérimentales qu'on va pouvoir émettre du coup ces références nutritionnelles pour la population. Donc ça va être globalement grâce à des études scientifiques qui vont nous permettre de savoir, bah tiens, dans notre alimentation, on doit amener, imaginons, 2000 kcal. Donc on avait vu que c'était 2100 pour une femme, 2600 pour un homme, mais pour l'exemple, je vais vous prendre 2000 kcal. Donc on saura quelle quantité de glucides, de lipides et de protéines je dois avoir dans mon alimentation
pour couvrir mes besoins. Ici, je vous mets en lien, du coup, les dernières recommandations en vitamines et en minéraux qui ont été émises par l'ANSES. Je mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui s'intéressent, puisqu'ils viennent de rééditer un super site qui vous permet d'avoir accès à toutes ces vitamines et minéraux, où est-ce qu'on les trouve, et quels sont, du coup, les apports journaliers recommandés. Donc, pour comprendre un petit peu à quoi servent les études scientifiques, dites-vous bien que, d'une façon générale, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde dans une population, si j'ai un nutriment qui est trop faible, je risque d'être en déficit, et donc du coup d'augmenter la probabilité de développer une maladie X ou Y, et à l'inverse, si je consomme trop de certains nutriments, je risque d'avoir un apport excessif, et ça va aussi du coup induire des effets délétères et potentiellement favoriser l'émergence de certaines maladies. Donc tout le jeu ici, ça va être justement pour les scientifiques de retracer ces courbes de ni trop peu, ni trop, et donc de découvrir un petit peu cette zone de bonne santé, et du coup d'émettre des recommandations, et de dire, voilà, si je veux que ma population générale soit en bonne santé, il faut se situer dans cette fourchette. Et c'est dans cette fourchette qu'on va retrouver du coup une zone de bonne santé. Donc ici, je vais vous donner un exemple d'une étude scientifique qui vous permettrait d'avoir accès justement à ces 40-55% de glucides dans notre alimentation. Cette étude a recruté beaucoup de participants, puisque comme vous pouvez le voir, il y a eu 56 422 hommes qui ont participé et 78 913 femmes dans 18 pays différents. En fait, dans cette étude, on a demandé aux participants de remplir des questionnaires et on a estimé leurs apports en lipides, leurs apports en glucides, le risque de mortalité globale et le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc le but ici des scientifiques dans cette étude, c'est justement de refaire un peu ce que je vous ai dit, de tracer cette courbe en U, où on va voir du coup qu'il y a une zone où globalement les gens sont en bonne santé, puis il y a une zone où c'est trop faible, puis une zone où les apports sont trop importants. Donc nous on va surtout s'intéresser du côté trop important. Ici vous voyez deux courbes, une courbe qui vous explique la mortalité totale en fonction du pourcentage de glucides dans l'alimentation, et à droite, vous avez la même chose, mais cette fois-ci pour les maladies cardiovasculaires. Donc quand on a un risque de 1, c'est qu'on a un risque globalement normal. Maintenant, si ce risque dépasse les 1, on augmente notre probabilité soit de décéder, soit de développer des maladies cardiovasculaires, et vous voyez bien qu'à un certain moment, pour ces deux courbes, on a un décroché net de la petite ligne en noir, ce qui veut dire que vous augmentez votre probabilité soit de décéder, ou vous augmentez votre probabilité de développer des maladies cardiovasculaires. Encore une fois, ici, on est dans une probabilité. On aura toujours un contre-exemple qui nous fera dire que ces données sont fausses. Encore une fois, ici, on fait des sciences, on raisonne sur une population au sens large. Si on prend l'exemple de fumer, tout le monde est conscient maintenant que fumer des cigarettes provoque certains types de cancers, notamment les cancers du poumon, mais on aura toujours un contre-exemple d'une petite mamie qui a 95 ans, qui fume un paquet de vin par jour et qui n'a jamais eu de cancer. Le contre-exemple existe toujours, mais en termes de probabilité, le fait de fumer, on augmente son risque de développer un cancer du poumon. Et ça, je pense que je vous apprends rien là-dessus. Donc ici, c'est le même principe. Qu'est-ce que représentent ces glucides dans l'apport énergétique total, en pourcent, et se dire, tiens, comment je pourrais avoir accès à cette zone de bonne santé. Donc ici, on va se focaliser spécifiquement sur le graphique avec la mortalité totale. Quand bien même ici, je connais pas les références nutritionnelles pour la population pour le pourcent de glucides, je peux facilement raisonner, je peux les déduire en fait. Ici, quand on regarde cette courbe, on se rend bien compte qu'il y a une zone verte où en fait le risque il est de 1, c'est-à-dire il n'y a pas de surrisque si on consomme entre 40 et 55% de l'énergie sous forme de glucides. Par contre, vous voyez que dès qu'on dépasse les 55%, la courbe augmente, et donc le risque de mortalité augmente aussi. Et on se rend bien compte que si dans votre alimentation, l'énergie est amenée majoritairement, c'est-à-dire à plus de 80% par les glucides, le risque de mortalité augmente de l'ordre de 0,2, c'est-à-dire de l'ordre de 20 à 30%. Donc imaginons une personne qui dépenserait 2000 kcal par jour. On a vu que c'est un peu faiblard, puisque pour une femme c'est 2100 en moyenne, et pour un homme c'est 2600. Mais c'est plus pour un souci de calcul pour bien que vous compreniez le concept. Donc je dois consommer 2000 kcal par jour. Ça c'est la quantité d'énergie globale que je dois amener à mon corps pour maintenir mon poids. Je vous dis, dans ces 2000 kcal, en fait il faut qu'il y ait 40 à 55% de glucides. Donc on va faire un premier calcul, on va faire 2000 kcal fois 40 divisé par 100, et on va trouver une quantité d'énergie que doit nous amener les glucides. On fait la même chose avec 55%, donc 2000 kcal fois 55 divisé par 100, et on trouve 1100 kcal. Ce qui veut dire que si je veux avoir une alimentation saine et équilibrée, dans mon alimentation, les glucides doivent fournir à mon corps entre 40 à 55% de mon énergie, ce qui veut dire entre 800 et 1100 kcal par jour. Maintenant vous allez me dire, ouais mais c'est des kilocalories, c'est pas très simple à analyser en termes de quantité. Je vous ai dit tout à l'heure que 1 gramme de glucides c'est 4 kilocalories. Donc maintenant si vous voulez transformer les kilocalories de glucides
en grammes de glucides, vous avez juste en fait à diviser les deux chiffres que vous avez trouvés au préalable par 4. On fait 800 kcal divisé par 4, on va obtenir 200 grammes de glucides, et si c'était la fourchette haute, eh ben on est à 1100 kcal divisé par 4 et on trouve 275 grammes de glucides. Donc pour composer une alimentation équilibrée, d'un point de vue nutriments, il faut que les glucides représentent entre 200 et 275 grammes par jour. Ici, attention, on parle des glucides totaux. On ne fait pas de distinction entre les glucides simples et les glucides complexes. Dans notre alimentation, en fait, la majorité de nos glucides devraient être amenés sous forme complexe. Et on a une autre recommandation en France qui est pas plus de 100 grammes de glucides simples hors lactose et galactose. Ce qui veut dire que quand on cumule tous ces glucides, on a le droit, imaginons, à 275 grammes de glucides, et bien au maximum, dans ces 275 grammes, j'ai le droit seulement à 100 grammes sous forme simple. Et ici, pour ce qui est des recommandations françaises, on décompte tous les glucides simples de l'alimentation, que ce soit du fructose, du glucose, du saccharose, mais on ne décompte ni le lactose, ni le galactose. Mais on va compter aussi bien du sucre simple qui proviendrait d'un fruit, que du sucre simple qui proviendrait d'un biscuit ou d'un soda. Donc ça, c'est les calculs français. Et je vais vous présenter juste après d'autres calculs qui sont cette fois-ci de l'Organisation mondiale de la santé, qui eux spécifient un petit peu le compte de qu'est-ce qu'on va compter en termes de glucides simples. Autre petit point intéressant, c'est qu'on ne devrait pas consommer plus de 1 verre de boisson sucrée par jour. Un verre étant 150 ml, et il faudrait privilégier plutôt les jus de fruits plutôt que les sodas. Alors, si on regarde les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé par rapport justement à ces glucides simples, donc souvenez-vous, les glucides simples, c'est les mono- et disaccharides. L'OMS, en fait, a un compte un peu différent que ce que nous, on a en France, et ils expriment les valeurs un peu différemment. Donc en fait, il faudrait ramener l'apport en sucre libre à moins de 10% des apports énergétiques totaux. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec les 2000 kcal, là vous vous rendez bien compte que du coup, on fait 2000 fois 10%, on obtient 200 kcal, et on sait que 1 g de glucides c'est 4 kcal, donc on divise 200 par 4, et on obtient du coup 50 grammes. Mais ils vont un petit peu plus loin en fait, l'OMS. Ils disent que si vraiment on voulait être encore plus draconien, il faudrait même limiter à 5% de l'apport énergétique total. Ce qui reviendrait à dire à ne pas consommer plus de 25 grammes de glucides simples par jour. Par contre, eux, dans leur méthode de calcul, ils ne vont pas compter ni les sucres qui sont présents dans les fruits et les légumes frais, ni ceux qui sont présents dans les produits laitiers et le lait. Donc ici, ce sera vraiment en fait les glucides simples qui sont amenés par des produits plutôt industriels, et pas par des produits sains ou frais, comme les fruits et les légumes. Donc si on compare un peu les deux méthodes, le compte est un peu différent, mais on va se retrouver à peu près avec la même chose, c'est-à-dire 10% de l'apport énergétique total sous forme de glucides simples, ce qui représentera à peu près les 100 grammes de sucre simple, hors lactose et galactose dans notre alimentation. Maintenant, on va essayer de donner un peu de sens, justement, à cette recommandation. Si on prend la recommandation de l'OMS, qui est la recommandation, en fait, la plus stricte qu'on pourrait mettre en place, et qu'on se dit, en fait, on ne compte que les glucides qui sont amenés par autre chose que des fruits et légumes frais ou du lait. Donc, typiquement, un jus d'orange, si c'est un jus d'orange industriel, on va compter ça comme étant des glucides simples, et on ne devrait pas dépasser les 25 grammes. Pour la deuxième recommandation. Et un verre de jus de fruits frais, à peu près, ça va amener 15 grammes de sucre. Donc là, vous voyez qu'il ne nous reste plus que 10 grammes. Maintenant, autre exemple, imaginons qu'on prenne une canette de soda. Une canette de coca, ça amène en moyenne 35 grammes de sucre simple par canette. Donc ici, déjà, en buvant juste une canette de soda, on dépasse la recommandation la plus draconienne de l'OMS, qui est pas plus de 25 grammes, mais on est encore entre cette recommandation des 5 à 10%. Donc on est quand même encore bien. Mais vous imaginez bien que ça veut dire que j'ai le droit de consommer juste une canette de soda dans la journée, et après, j'ai plus le droit à d'autres petits plaisirs. Maintenant, autre exemple, une barre chocolatée, un Mars par exemple, ça amène 28 grammes de sucre. Donc 28 grammes de glucides simples. Donc on dépasse déjà la première recommandation de 5% de l'OMS, et on est encore une fois dans la fourchette entre 5 et 10%. Mais vous imaginez que si je cumule un Coca et un Mars, j'arrive du coup à 63 grammes de glucides simples, et ce qui fait déjà beaucoup. Et même dans la recommandation française qui est pas plus de 100 grammes de glucides simples hors lactose et galactose, ça me laissera juste un petit peu de marge pour manger 2-3 fruits dans ma journée et j'aurai plus le droit à d'autres glucides simples au total. Autre exemple, maintenant pour ceux et celles qui prendraient par exemple un sucre dans leur café, un sucre c'est, en fonction du calibre de sucre, c'est entre 6 et 8 grammes. Souvent on dit que c'est 5 grammes, mais en réalité c'est un petit peu plus, ça va dépendre de la taille du sucre que vous choisissez. Imaginons que je prenne 5 cafés dans la journée et que je mette du coup un sucre à chaque fois, vous imaginez que je suis déjà à 30 grammes. Et j'ai même pas mangé de petits plaisirs à la fin du repas. Je vous ai pas parlé des danettes, je vous ai pas parlé de toutes les petites choses qu'on pourrait ajouter dans notre alimentation qui vont en plus amener du sucre. Et en plus, ces sucres, des fois, on les retrouve cachés dans certains aliments et vous vous imagineriez même pas qu'il y ait des sucres dans certains plats industriels. Mais ça a du sens pour l'industriel, souvent ça a des qualités organoleptiques qui sont intéressantes. Alors ici, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais on peut toujours se poser la question de ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel dans notre alimentation. Si on prend l'exemple vraiment caricatural entre un soda ou des fruits et des légumes, globalement, en fait, dans les deux cas,
on a des sucres et des calories, sauf que dans les légumes, on va aussi avoir d'autres petites choses qui sont quand même intéressantes, comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Pour construire un équilibre alimentaire, en fait, il faut trouver, en fait, c'est un peu un jeu de funambule, il faut allier à la fois l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire répondre aux besoins de l'organisme, tout en se faisant plaisir. Donc, en fait, si on devait conclure un petit peu cette vidéo, c'est oui au plaisir, oui à l'équilibre alimentaire, et de trouver ce jeu de funambule, mais quelle quantité de sucre on a le droit de mettre dans notre alimentation? Vous voyez bien ici qu'on n'a pas le droit de mettre beaucoup de sucre si on veut coller avec les recommandations. Dites-vous bien souvent que dans notre alimentation, on consomme généralement trop de sucre. Justement, l'ANSES nous dit que 20% des Français consomment plus de 100 grammes de glucides simples dans leur alimentation. Et on sait qu'à haute dose, ces glucides simples sont néfastes pour la santé. Donc il y a des jours où on consommera plus, des jours où on consommera moins. Ce qu'il faudrait raisonner, c'est en moyenne sur une semaine par exemple. Si un jour vous consommez un peu plus de 100 grammes et puis un jour un peu moins, ça va se lisser au global. Et dites-vous bien que la majorité des glucides de votre alimentation doivent premièrement être sous forme complexe, donc plutôt les féculents et les légumineuses, et qu'une petite partie de ces glucides doivent être sous forme simple. Donc c'est là où on va se faire plaisir avec un peu de sucre. On en a fini pour cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé sur les glucides, et la prochaine fois, on parlera du coup de l'équilibre alimentaire. On ira voir un petit peu le MyPlate, qu'est-ce que c'est, comment on arrive à facilement créer des assiettes équilibrées sans trop se prendre la tête, et dans un deuxième temps, on parlera aussi de ce métabolisme du fructose, qui est très particulier, ce qui nous permettra de nuancer un petit peu l'index glycémique qu'on retrouve pour certains produits. Merci pour votre écoute, et à bientôt.